Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max. et Guillaume, et on vous souhaite la bienvenue dans ce 16e épisode de la saison 4 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler « Le sens des priorités ». Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. Et entre-temps, on se retrouve aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre de couple comme le nom du podcast, ou par email tranchedecouple@gmail.com. Enfin, n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu. Alors pour commencer, le sens des priorités, quel est le sens de la priorité en Finlande, Max, en ce moment ? Ah bah oui, la Finlande, finalement, les choses sont allées plutôt pas trop mal, puisque la Finlande est quasiment membre de l'OTAN, pour autant laissant derrière la Suède. Alors on va revenir sur ces développements. Donc vous le savez, la Suède et la Finlande ont pris une décision historique après l'invasion russe en Ukraine, qui a été de demander à rentrer dans l'OTAN. C'était des pays qui étaient restés neutres suite à la Seconde Guerre mondiale. Au sommet de Madrid, l'ensemble des pays de l'OTAN ont accepté de leur donner le statut de pays candidat. Ça leur permet d'assister à toutes les réunions, mais de ne pas participer aux décisions. Et bien sûr, ils ne sont pas couverts par l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, du traité de l'OTAN, qui dit que globalement, si un État t'attaque, c'est l'ensemble des membres de l'Alliance qui sont attaqués. Le fameux. Exactement, la défense C'est collective. quand même 31 États qui sont concernés possiblement par cet article. Alors donc l'objectif c'est que une fois qu'il y a eu l'accord politique, chacun des États doit ratifier en fait l'acceptation d'un nouvel allié, et ensuite tout ce qu'on appelle les instruments de ratification nationaux doivent être remis à Washington, parce que c'est les États-Unis qui gardent les originaux du traité. Et ensuite, une fois que Washington a récupéré l'ensemble des instruments de ratification, eh bien, le pays devient officiellement membre de l'Alliance Atlantique. Alors là, en général, on l'avait vu avec les pays précédents, le Monténégro par exemple, ça prenait à peu près une année pour avoir l'ensemble des pays qui ratifient dans leurs parlements nationaux l'adhésion à l'OTAN. Là, on a eu une ratification assez rapide des alliés, puisque en gros, au bout de 3-4 mois, la totalité des alliés, sauf 2 pays, avaient ratifié. Alors 2 pays, la Hongrie et la Turquie, vous en avez peut-être entendu parler. Le président turc avait quasiment immédiatement annoncé qu'il ne soumettrait pas l'adhésion de la Suède et de la Finlande au vote, et avait ainsi utilisé la pression, ou ce vote, pour mettre pression sur les 2 pays. Parce que il voulait notamment limiter, ou en tout cas que ces pays ne soutiennent plus les Kurdes. Vous savez que les Kurdes, c'est les ennemis jurés du président turc. Et donc, il voulait leur mettre la pression en utilisant finalement l'adhésion comme levier. C'est là qu'on se rend compte que la diplomatie, ça tient à pas grand-chose. Hein. Surtout la diplomatie de l'unanimité. Alors, tout ceci a duré quelques mois où, finalement, la Hongrie et la Turquie n'ont pas ratifié. La Hongrie, voilà, c'est assez étonnant, mais ils ont un pote avec la Turquie. Bon, finalement, le 17 mars, donc le président turc a levé son veto pour la Finlande. Le 30 mars, le Parlement turc a ainsi validé cette adhésion, et la Hongrie, elle, avait aussi ratifié la candidature finlandaise le 27 mars, mais en reportant, elle aussi, la décision sur la Suède. Donc, pour que la Finlande soit un allié à part entière, il faut désormais plus que Helsinki remette à Washington ces instruments de ratification, ce qui pourrait intervenir dans les prochains jours, puisque le Parlement finlandais a déjà voté avant même que la Turquie et la Hongrie aient approché. Donc ils ont voté le 1er mars 2023 cette loi leur permettant de rentrer dans l'OTAN. Côté OTAN, le message a aussi évolué, parce que pendant
un certain temps, malgré les retards pris par la Hongrie et par la Turquie, le message du secrétaire général de l'OTAN, c'était que ces deux pays étaient arrivés en même temps et ils allaient rejoindre en même temps. Et maintenant, dans les discours officiels de l'OTAN, on ne met plus en avant l'accession simultanée, mais bien l'objectif que ces deux pays intègrent l'OTAN, et donc, avec la Finlande qui va intégrer l'OTAN plus tôt, le fait que la Suède puisse intégrer l'OTAN avant le sommet. Le sommet aura lieu à Vilnius, en Lituanie, le 11 et 12 juillet 2023. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait une certaine pression à faire aller relativement vite du côté turc ? C'est parce qu'il y a des élections. Il y a des élections le 15 mai, et donc le Parlement turc arrête de siéger le 15 avril, un mois avant. Et donc, il y avait une certaine pression à ce qu'il puisse y avoir des votes qui interviennent avant le 15 avril. C'est toujours plus compliqué avec les élections, surtout que le gouvernement turc en ce moment est un peu contesté suite aux inondations, aux tremblements de terre qui ont eu lieu en Turquie. Leur gestion de crise est compliquée. Exactement. Alors, ce qui bloque pour la Suède, côté turc, c'est que la Turquie accuse la Suède d'être un havre de militants terroristes kurdes et refuse les extraditions. Alors en fait, le hic, c'est que effectivement, la Turquie a fait à peu près 120 demandes d'extradition de militants kurdes à la Suède. Mais en Suède, c'est pas le gouvernement, mais bien la justice suédoise qui décide si les demandes d'extradition sont valides et doivent être mis en œuvre. Et du coup, la justice suédoise, pour l'instant, n'a pas donné suite positive à ces demandes. Et par ailleurs, il y a eu plusieurs manifestations qui ont tourné en ridicule le président turc, le président Erdogan, et on va dire qu'il prend les choses assez personnellement. Donc disons que peut-être qu'une fois que les élections législatives sont passées, si son parti continue à avoir la majorité, et avec un peu de pression politique d'autres alliés, régler la question. Peut-être que ça pourra se régler d'ici le sommet de Vilnius, mais c'est quand même pas garanti. Côté hongrois, honnêtement, on a un peu du mal à savoir qu'est-ce qui cloche, à part le fait peut-être d'éviter de laisser Erdogan tout seul, même si je pense que ça ne le dérange pas tellement d'être tout seul. Et donc peut-être que Orban trouve ça plutôt bien d'avoir un allié et se dit qu'il pourra peut-être réutiliser ça plus tard. Mais comme par hasard. Merci Max. Alors, voilà des gens qui ont le sens de leurs priorités. Exactement. Guillaume, tu vas aujourd'hui nous faire la deuxième partie de ta rubrique de la dernière fois sur l'influence de la Russie sur les anciennes républiques satellites. Absolument Max, et aujourd'hui, comme promis, on vous parle du cas de la Géorgie. Vous vous souviendrez peut-être de cette photo qui a fait le tour des médias où on voit une manifestante dans les rues de Tbilissi, la capitale, drapée dans un drapeau de l'Union européenne face au canon à eau puis au jet des forces de l'ordre. Impressionnant. Elle a fait le tour du monde, en tout cas de l'Europe, et elle a été extrêmement retweetée, repartagée et diffusée. Et on va s'intéresser d'ailleurs à ces manifestations qui ont eu lieu début mars, pendant 3 jours, puisque c'est de là que vient notre sujet. Et c'est des manifestations qui ont rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues de plusieurs grandes villes de Géorgie et notamment de la capitale. Petit tour d'abord de la Géorgie politique d'aujourd'hui, envahie comme l'Ukraine partiellement en 2008, en plein JO de Pékin, JO d'été, par le grand voisin, la Russie, évidemment. Ah, pendant la présidence française, à nouveau. C'est ça, on y revient, tout y revient. C'est une marotte pour Poutine, en fait, de faire ça pendant ou juste avant le début de la trêve olympique, qui, après tout, n'engage que ceux et celles qui y croient. 2 régions frontalières, donc, ont depuis fait sécession, soutenues par la Russie, évidemment, suite à des pseudo-référendums, ça vous parle, c'est quelque chose qu'on a vu encore il n'y a pas très longtemps, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Cette invasion et l'instabilité qui a suivi le pays ont rendu une grande partie de la population jusque-là plutôt bienveillante ou tout au moins indifférente, nettement plus méfiante vis-à-vis de la Russie et de son influence. Cependant, comme en Ukraine et en Moldavie, le paysage politique est plutôt nettement séparé entre des partis plutôt pro-russes et d'autres plutôt pro-européens qui alternent régulièrement plus ou moins au pouvoir.
En ce moment, c'est une coalition de partis plutôt considérés comme pro-russes qui est au pouvoir depuis déjà 7 ans. Ils sont descendus par dizaines de milliers dans le rue de Tbilissi, donc ces manifestants, la capitale géorgienne, pour dire non à un projet de loi de la coalition au pouvoir. Ce texte de loi prévoyait que les médias ou les ONG, financés à plus de 20% par des pays étrangers, soient obligés de s'enregistrer comme, je cite, agents de l'étranger. Une manière en somme de contrôler les différentes organisations opérant sur le territoire géorgien. Selon ses détracteurs, ce texte de loi est directement calqué sur un texte adopté, lui, par le Kremlin il y a une dizaine d'années, en 2012 plus précisément, et qui est depuis utilisé à foison par Moscou pour réprimer les médias et les voix critiques. On ne compte plus aujourd'hui le nombre de médias qui ont disparu, de journalistes qui sont emprisonnés. Encore il y a quelques jours, un journaliste américain de l'AFP qui a été emprisonné pour d'autres. On est sur probablement des raisons un peu différentes. On est plus sur des raisons de questions de sécurité intérieure, soi-disant. Mais voilà, on est dans ce cheminement qui mène à un muselage de la démocratie et de l'expression des médias. Bref, de son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, assurait début mars que la Russie n'avait rien à voir avec le projet de loi controversé et a ajouté que Moscou ne s'ingère pas dans les affaires intérieures de la Géorgie, tout en dénonçant quelques jours plus tard une tentative de coup d'État. Et il faut dire qu'en Russie, ils s'y connaissent un peu. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, allégorie. Après donc 3 jours de manifestations, de dizaines de milliers de personnes, parfois émaillées de violence malheureusement, le Parlement géorgien a finalement rejeté le texte controversé. La Géorgie, on le rappelle, est une ex-république soviétique défaite lors d'une courte guerre contre la Russie en 2008, qui a mené justement à la pseudo-indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. C'est un pays qui ambitionne officiellement de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. Des aspirations largement partagées au sein de la population, où selon un récent sondage, 85% des Géorgiens sont favorables à une entrée de leur pays dans l'Union européenne. Il existe d'ailleurs un consensus dans la société sur cette question qui rassemble toutes les générations, toutes les catégories sociales, a confirmé une sociologue basée à Tbilissi, Kati Sartania. Au-delà de cette loi, bien sûr, de nombreux Géorgiens s'inquiètent de voir le gouvernement s'éloigner de leurs aspirations pro-européennes et redoutent une russification de leur pays. C'est noté par une autre sociologue française, cette fois-ci Anne Le Héroux, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre et spécialiste de la Russie contemporaine et des pays post-soviétiques. Il y a vraiment très peu d'ambiguïté dans le contexte de la guerre en Ukraine et après la guerre de 2008 en ce qui concerne le désir de la société civile d'un rapprochement très fort avec l'Europe, détaille la sociologue. Notons toutefois que chaque groupe social voit les choses un peu différemment dans l'Europe. Pour l'Europe en tout cas. Pour certains, c'est une intégration qui serait synonyme de stabilité politique, de bien-être social, de paix, et pour d'autres, de liberté, etc., etc. Dans les années 90, les années 90, elle était davantage liée à la sécurité. Aujourd'hui, pour la nouvelle génération, elle est le symbole de développement et d'opportunités économiques, mais elle a aussi une dimension culturelle car les jeunes se sentent proches des valeurs européennes, souligne cette même chercheuse. Alors voilà. On est dans un autre exemple des tentatives d'influence de la Russie ou de partis proches de la Russie dans les ex-républiques soviétiques. Et on suivra avec grand intérêt dans les années qui viennent les candidatures donc de 3 pays, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie à l'Union européenne, même si la Géorgie paraissait à une époque un peu plus éloignée que l'Ukraine et la Moldavie de cette possibilité de devenir pays de l'Union européenne, notamment parce qu'il y a un certain nombre de réformes démocratiques à mener, réformes que le Premier ministre de la Géorgie actuellement en place, le chef de la coalition, a dit il y a encore quelques jours, lors d'un entretien avec Ursula von der Leyen, qu'il ferait tout pour qu'elles avancent. Affaire à suivre, on verra quel sera leur sens des priorités. Merci beaucoup, Guillaume. Ça m'appelle 2 réflexions. J'ai dit une bêtise ? Non. D'une part, ça fait le lien avec la communauté politique européenne dont on a parlé il y a quelques épisodes, parce qu'à un moment donné, ceci fait aussi écho à quel moment l'élargissement de l'Union européenne trouve-t-il sa fin ? Est-ce qu'on s'élargit jusqu'au bout du monde ou est-ce que à un moment donné il y a une limite géographique qui fait sens et puis voilà,
du côté de la Géorgie, on est plutôt en Asie, parce qu'on a passé le détroit du Bosphore, parce qu'on est de l'autre côté. l'Oural. Voilà, donc ce genre de questionnement. Et donc là, la question de la communauté politique européenne, qui peut être un ensemble de valeurs plus larges, un petit peu comme peut l'être le Conseil de l'Europe, même si on voit bien qu'il est aujourd'hui, avec la Russie et le Conseil de l'Europe, la question des valeurs communes est quand même vraiment posée. Et cette question de la communauté politique européenne peut aussi ouvrir un certain nombre de facilités, sans forcément, par exemple, pour pouvoir avoir des visas facilités ou ce genre de choses, sans forcément vouloir dire l'intégration complète. Aussi parce qu'à un moment donné, plus un groupe multilatéral s'élargit, plus ça devient compliqué en termes de gouvernance. D'autant plus que là, on n'est pas sur une simple rassemblement d'États pour, je ne sais pas quoi, faire du commerce ou autre chose, mais on a vraiment, avec l'Union européenne, l'objectif de supranationalité, de donner des responsabilités. Et donc, à un moment donné, on voit déjà aujourd'hui des blocages politiques qui arrivent, notamment avec la Hongrie. Et donc, plus on élargit, plus c'est compliqué. La deuxième réflexion que ça m'appelle, c'est un petit clin d'œil à un petit cousin qui s'appelle Achille, et qui, hier, on parlait un petit peu de la situation de la guerre en Ukraine. Et c'était Oscar. Non, c'était Achille. C'était Achille. C'était Achille. Qui m'a demandé pourquoi, en gros, est-ce que l'Ukraine et la Russie se bagarrent. Oui. Et j'ai essayé de lui dire, dans des mots simples, que, voilà, tu as... Enfin, du point de vue de la Russie, les Ukrainiens peuvent être libres et décider ce qu'ils veulent tant que c'est conforme à la vision de la Russie, mais que s'ils souhaitent faire des choix que la Russie ne veut pas, à ce moment-là, la Russie vient récupérer le bout de jardin, parce qu'en fait, ils peuvent être libres et indépendants, mais seulement si ça... dans les intérêts de la Russie. Voilà, exactement. Voilà les deux petites réflexions personnelles que cette rubrique. Et donc, effectivement, on voit bien que la sphère d'influence russe, en tout cas, voilà, il n'y a plus d'Union soviétique, mais la sphère d'influence reste un élément important. La sphère d'influence, oui, tout à fait. Merci, Max. Alors, sens des priorités toujours, on va vous parler maintenant dans notre point belgitude, non pas de priorité à droite, mais des priorités actuelles dans la région de Bruxelles pour la mobilité, et notamment encore la question du vélo et des infrastructures mises à disposition. Max, tu vas nous parler de la rue cyclable ? Oui, alors en fait, bye bye la rue cyclable. Bye bye. Et bonjour la zone cyclable. Alors ça veut peut-être rien vous dire, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Dans le code de la route belge, il existe une particularité qui s'appelle la rue cyclable. Je ne pense pas que ça existe par exemple en France, mais pendant que je vais faire ma rubrique, Guillaume va pouvoir vérifier sur Internet. Alors, une rue cyclable, c'est une rue où les cyclistes sont prioritaires et les voitures non. Alors, la vitesse est limitée à 30 km/h, le cycliste peut utiliser toute la largeur de la bande de circulation et les véhicules à moteur y ont l'interdiction de dépasser les cyclistes. Petite précision, si le cycliste est prioritaire dans la rue cyclable, aux intersections, les règles classiques s'appliquent, notamment la priorité à droite. Donc, par exemple, s'il y a une voiture qui arrive à droite du cycliste qui circule sur la rue cyclable, il doit laisser passer la voiture qui, du coup, pourra partir plus vite. Même si, en fait, en vélo, si c'est limité à 30 à l'heure, on est à peu près dans la même vitesse. Alors, du coup, au lieu de se coincer sur le bord de la voie, en s'excusant presque de gêner les automobilistes, au risque de se prendre une portière qui s'ouvre sans prévenir d'une voiture garée, ça m'est déjà arrivé, vous pouvez simplement rouler au milieu de la rue, ce qui est beaucoup plus cool et beaucoup plus safe, meilleure sécurité pour les cyclistes. Alors, ça, c'est la théorie parce qu'en pratique, les automobilistes n'arrivent en général pas à comprendre que c'est eux qui gênent sur ces rues, pas les cyclistes. Et du coup, tu te fais klaxonner, tu te prends des remarques, etc. Y compris, d'ailleurs, de temps en temps, par la police, ce qui quand même pose des questions. Alors, à Bruxelles, plusieurs contre-allées ont été ainsi transformées en rues cyclables. Par exemple, le long de l'avenue Louise. Les Bruxellois ou ceux qui sont venus à Bruxelles, peut-être, verront de quoi je parle. Mais alors, du coup, comme il y a beaucoup de trafic aux heures de pointe, c'est une file ininterrompue de voitures et peu d'espace pour circuler à vélo. Alors pour une rue cyclable, c'est un peu ballot. Et puis quand c'est plus fluide, en fait les vélos se font klaxonner par les automobilistes
qui ne savent vraiment pas ce que la rue cyclable veut dire. Enfin, comme il le saurait et klaxonnerait toujours. Hein. Aussi. Malgré le petit picto et la couleur légèrement crème de la route. Là, effectivement, à Bruxelles, les responsables des infrastructures ont fait un choix qui tranche, par exemple, avec celui de nos voisins néerlandais, puisque la couleur rouge est uniquement utilisée lorsque la voie cyclable ou la piste cyclable traverse une autre voie, et sinon, c'est une couleur crème qui a tendance à légèrement s'effacer avec le temps. Alors, qu'est-ce qui va changer au 1er avril ? Eh bien, qu'est-ce qui a changé au 1er avril ? Puisque nous enregistrons le 2 avril, les rues cyclables deviennent des zones cyclables dans le code de la route belge. Alors, peut-être que ce changement de nom va aider les automobilistes à réaliser que, du coup, ils ne sont plus prioritaires. Pour le reste, les règles restent les mêmes. Et le panneau sera sans doute insuffisant parce qu'on a vu l'expérience avec la rue cyclable et clairement, ça ne marche pas très bien. Et on pourrait demander un peu plus de pédagogie. Alors, en tout cas, si l'initiative est louable, ce que ça montre, de mon point de vue, c'est que ce n'est pas parce qu'on édicte des règles que tout d'un coup, elles vont s'appliquer. Je pense que ça va prendre du temps pour que ces zones mixtes soient vraiment partagées et au bénéfice des cyclistes, ce qui était quand même l'intention initiale. Et à tout prendre, je préfère les voies dédiées aux cyclistes uniquement, d'autant plus quand elles sont protégées et avec les équipements de sécurité adaptés. Merci Max. Et alors on va remercier le blog Isabelle et le vélo qui nous explique que le concept de rue cyclable est effectivement un concept qui est originaire de Belgique, mais qu'en France, il a été progressivement introduit sous le nom de Vélorue, essentiellement après 2016, et puis essentiellement d'ailleurs à Strasbourg, qui a été la première métropole à expérimenter ces Vélorues. Alors pour l'instant, on n'en est pas dans un développement aussi important qu'en Belgique ou aux Pays-Bas, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui rentre progressivement dans la norme et dans le code de la route. Et puis le PAMA, ce qu'on appelle le PAMA, le plan d'action pour les mobilités actives, qui a été conçu en 2015 mais qui évolue depuis, devrait très vite prendre en compte cette notion de vélorue pour pouvoir inciter davantage de villes, notamment, à le mettre en place. Merci beaucoup, Guillaume. Et je trouve qu'à la limite, Vélorue, c'est presque un peu plus clair. Mais là encore, voilà, les pictos, tant qu'on ne fait pas une grande campagne de communication et surtout qu'on n'a pas peut-être la police à vélo qui fait des petites explications, un petit peu de pédagogie, eh bien, c'est pas sûr qu'il se passe grand-chose. Merci, Max. Sens des priorités toujours. Nous, notre sens des priorités ces derniers jours, ces dernières semaines, ça a été surtout d'aller chercher le soleil. Alors à l'aune d'un déplacement professionnel de Max, on a eu la chance de se faire un week-end au soleil dans une certaine chaleur à Athènes. Oh, c'était trop bien. Oui, hein. Il a vu plein de vieilles pierres. Il a adoré Max, la vieille pierre. Il est trop fan. Il faisait chaud. Il faisait beau. J'étais en short et en polo. C'était trop bien. Oui, non, c'était chouette. On a enfin réussi, vous voyez, on vous parle toujours de nos emplois du temps qui sont irréconciliables. Eh bien, pour la première fois depuis des années qu'on se parle d'essayer de caler un week-end sur un week-end professionnel de l'un ou de l'autre, et ben voilà, on est d'un déplacement professionnel, pardon. On y est arrivé. Exactement. Et alors, Athènes, c'est une ville que j'avais déjà visitée quand j'étais au collège il y a très très longtemps avec l'école. Et on peut dire que cette ville reste très attractive pour les groupes scolaires, n'est-ce pas, Guillaume ? Mon Dieu, n'allez jamais visiter le musée archéologique le lundi matin, c'est un enfer. Et par ailleurs, on a pu aussi, j'avais pu aller à Athènes l'été 2021, mais vraiment pour un aller-retour professionnel comme on sait les faire en général. Et donc là, c'était vraiment j'avais pas pu profiter du tout de la ville d'Athènes, alors que là, on a profité effectivement d'un déplacement professionnel le lundi pour ma part, pour pouvoir passer ce week-end. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que fin mars, c'est quand même une date idéale pour aller à Athènes, parce que d'une part, il fait déjà beau et chaud, et d'autre part, vous avez en plus l'avantage de ne pas être dans la saison haute, donc les musées sont moins chers, il n'y a encore pas énormément de touristes, c'était aussi le jour de la fête nationale, donc c'était aussi sympa de voir à la fois la parade militaire. C'est con, Max, il est allé pour les rafales et puis on les a ratés.
Il faut dire que ce qui est assez étonnant, à la différence de la parade du défilé militaire en France, c'est qu'ils font défiler les avions, les hélicoptères et quelques avions de transport. Non, juste les avions de chasse et les hélicoptères. On les a pas vus, les pendant avions de le chasse. défilé, Des gros hélicos. le défilé terrestre. Et donc nous, on s'était mis un petit peu à l'abri du soleil parce que on n'avait pas anticipé qu'il allait faire si chaud, donc on n'avait pas pris de casquette. Mais Max a acheté une jolie casquette. Et voilà. Et par ailleurs, on est parti quand même. La parade, elle dure 2h30. Donc on est parti au bout d'une heure, je pense. On a été visiter le seul musée qui est ouvert le jour de la fête nationale, c'est-à-dire le musée du Parthénon. Et on a entendu les avions de chasse à nouveau revoler, j'imagine, à la fin de la parade. Mais on était déjà à l'intérieur. Donc on n'a pas eu l'occasion de les voir. Pas de chance. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, Guillaume, à Athènes, du coup ? On a mangé. Ah, on a mangé. C'était très bon. Y compris d'ailleurs un petit gyros, un petit kebab grec sur le port du Pirée, Guillaume. Une excellente idée. Une excellente idée d'aller au port du Pirée sans avoir vérifié où est-ce qu'il fallait aller pour avoir une vue pas trop moche. On s'est retrouvé sur le port commercial avec les paquebots. C'était moche. Et après, on a découvert en revenant qu'en fait, on aurait dû descendre 1 ou 2 arrêts de métro avant et aller sur le port de Plaisance qui, effectivement... moi, j'avais des souvenirs d'il y a 22 ou 23 ans quand j'y étais allé, quand j'étais tout plus petit, où il y avait un déjeuner très sympa sur le port du Pirée, mais c'était probablement pas là où on s'est retrouvés. Et puis, on est allé se balader sur quelques collines. Hein, on a vu des visions d'en haut. Tout à fait. Des vues d'en haut. On voit beaucoup. Nous, on cherche beaucoup quand on visite des villes à voir les vues d'en haut parce que ça permet de se donner une idée de ce à quoi ressemblent finalement toutes ces villes. Et Athènes ne manque pas de collines sur lesquelles monter. La première, c'est la colline du Parthénon, la colline de Philippopolis. Et puis la colline où il y a l'église orthodoxe. Donc il faut monter. Alors il y a un funiculaire où on peut monter à pied ou descendre à pied. On a aussi une vue très très chouette. C'est la colline du Lycabette. Et alors visiblement, d'après des touristes franco-grecs, visiblement ou des franco-grecs qui étaient là, on a eu la chance parce que en gros, on avait de l'espace pour respirer et même s'asseoir. Philippe Papou l'autre. Et donc, alors que visiblement en plein été, c'est l'enfer là-haut, quoi. Donc, non, super chouette. La nourriture était très bonne. On a bien mangé. On a mangé des glaces. Ça, c'était quand même très, très chouette. Parce que quand on a vu le temps qu'il a fait quand on est revenu et le temps qu'il fait globalement en ce moment, c'est pas vraiment le moment des glaces. Hein. Non, pas tellement, pas exactement. Donc, c'était dimanche de carême. C'était un dimanche de carême prolongé, ce week-end à Athènes. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Voilà, quoi dire d'autre ? Les avions étaient en retard. Oui, ça. Pas tant que ça finalement à l'arrivée. Hein. C'est vrai, on est parti en retard, mais on est arrivé à peu près dans les heures. Ils se débrouillent toujours. C'est un peu le bazar, l'embarquement et le débarquement chez AEGN Airlines, on pourrait leur dire. Mais... Ouais, c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place. Honnêtement, j'ai voyagé à l'aller avec Sky Express. Il y avait beaucoup plus de place. Alors, on n'avait pas de repas. Mais bon, un repas à 4h de l'après-midi, c'est pas très intéressant. Oui. Et par contre, on avait plus de place pour les genoux. Je dois dire que j'étais un peu serré là. J'étais content d'avoir pris un fauteuil sur l'allée. Et oui. Et voilà notre petite aventure de week-end. Deuxième sujet, Guillaume ? Deuxième sujet, les conflits en couple. Non, peut-être. Les chamailleries, peut-être. Les chamailleries. Alors, certains vous en parleraient mieux que nous, notamment chez nos amis de WeBloom, qui ont fait une vidéo qu'on vous partagera d'ailleurs à ce sujet sur comment mieux apprendre à mieux gérer la pression après une journée de travail ou pendant une journée, parce qu'ils se focalisent sur la pression qu'on peut avoir après une journée de travail. Mais chez nous, les chamailleries, elles peuvent survenir à peu près à n'importe quel moment de la journée, littéralement du réveil jusqu'au moment d'aller se coucher. Hein. On ne va pas se mentir, c'est n'importe quand. Exactement. Et alors, vous pouvez les retrouver sur leur site yeswebloom.com ou alors sur leur Instagram ou leur chaîne YouTube. Visiblement, ils ont une chaîne YouTube. Formidable. On vous partagera tout ça comme promis.
Et donc ce matin, aujourd'hui, on est dimanche des Rameaux, et donc je vous le donne en mille, notre petite chamaillerie du jour, c'est une chamaillerie liée aux rameaux. Ben oui, on a trouvé des rameaux sur le marché pour pouvoir les amener à la messe. Et puis l'idée c'était de les partager, mais d'en prendre quelques-uns pour nous et pour partager autour de nous. Et c'est là que nous aurons sûrement des récits différents quant à ce qui s'est passé. Mais Max a commencé à me mettre une pression monstrueuse en sortant du marché pour que absolument je décide dans la seconde, le tiers de seconde, que dis-je, le dixième de seconde, qu'est-ce qu'on gardait pour nous et qu'est-ce qu'on mettait de côté, alors qu'il restait 200 mètres avant l'église. Je me trompe ? Alors, du point de vue différent de cette histoire, effectivement, je voulais simplement qu'on puisse choisir tranquillement les brins de muguet que tu voulais garder, des brins de muguet qu'on pouvait donner, puisque comme il y a toujours un peu pénurie de brins de muguet, quand on arrive... quand on arrive avec les bras chargés de brins de buis, en général, on se fait un petit peu assaillir par les gens qui demandent et tout ça. Et donc, je voulais te suggérer de choisir en amont, avant qu'on arrive sur le parvis de l'église, pour qu'on puisse tranquillement décider quels étaient les brins de mais je ne remets pas en cause le fait que tu aies voulu le suggérer. Par contre, le fait que tu l'aies suggéré avec insistance sur un laps de temps très court... Voilà, mais effectivement, ça me semblait pas être si compliqué que ça. Et en même temps, la manière dont j'ai approché la chose a été un petit peu too much pour toi. Voilà ce qui a constitué notre petite chamaillerie. Mais bon, on est passé au-dessus. C'est le principe des chamailleries de Guillaume et Max. C'est qu'en général, on arrive à demander pardon, d'avoir créé de la tension et à se pardonner. Tout à fait. La communication reste essentielle. Absolument. Merci Max pour ce partage d'expérience, n'est-ce pas ? Donc, souvenez-vous, communication. Et donner un peu d'espace à l'autre. C'est ça. Pour terminer ce podcast, Max, une petite anecdote dans notre rubrique un peu fourre-tout, un peu vous savez quoi aujourd'hui. Tu vas nous parler de ton boss ? Merci Guillaume, effectivement. Cette semaine, mon nouveau boss allemand m'a dit qu'il ne savait pas quel était le numéro de téléphone de la police en Belgique. Ah oui, il s'est fait rentrer dedans et visiblement le mec avait pas envie de faire un constat amiable et du coup il me disait en fait je savais même pas quel était le numéro que je devais composer pour appeler la police. Alors du coup ça m'a donné l'idée de cette rubrique le savez-vous sur les numéros d'urgence. Alors il faut savoir qu'au sein de l'Organisation internationale des télécoms, ils se sont mis d'accord pour définir des numéros d'urgence. Vous savez peut-être que le 112, ça marchait dans toute l'Union européenne depuis votre téléphone portable. En fait, le 112, vous pouvez l'utiliser dans une grande partie de l'Europe continentale, mais aussi en Égypte, en Afrique du Sud, au Sénégal, au Nigeria ou en Inde par exemple. Aux États-Unis, vous savez que c'est le 911, le 911, tout comme en Argentine. Et il y a des pays où vous pouvez taper le 112 ou le 911 et vous serez mis en relation avec les services d'urgence. C'est le cas de la Hongrie, des Pays-Bas, du Canada, du Brésil, du Chili ou de l'Arabie Saoudite. Alors, la Chine ou l'Australie n'utilisent aucun de ces deux numéros. Donc, en gros, si tu es dans un pays que tu as besoin d'appeler les services d'urgence, essaie d'abord le 112, puis le 911, et tu as une grande chance que ça fonctionne. Sinon, pas de chance. Bon courage. Merci Max. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 16e épisode de la saison 4 consacré, n'est-ce pas, à votre ou à notre sens des priorités. Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note, 5 étoiles, ou un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré, un like sur YouTube ou Twitter et un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, partagez. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées.